Bienvenue à ce nouveau point presse du ministère des Armées. Comme à l'accoutumée, je commencerai par les agendas de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. Cette semaine, notre point presse sera consacré entièrement aux cérémonies de commémoration du 80e anniversaire des débarquements. Et j'évoquerai d'abord les actualités du ministère en lien avec cette séquence mémorielle majeure. Puis, je céderai la parole à M. Denis Péchanski, directeur de recherche émérite au CNRS, président du Conseil scientifique et d'orientation de la mission Libération. Il présentera le tableau général des cérémonies. Enfin, le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, fera un point sur les opérations militaires françaises. Cette semaine, le ministre des Armées et la secrétaire d'État seront en déplacement dans le cadre des commémorations du débarquement en Normandie et de la Libération. Et comme vous le savez, plusieurs séquences mémorielles sont prévues. Demain, Sébastien Lecornu se rendra au cimetière britannique de Bayeux en hommage aux soldats britanniques tombés au combat lors du débarquement du 6 juin et de la bataille de Normandie. Le soir, le ministre et la secrétaire d'État accompagneront le président de la République à une cérémonie en hommage aux résistants qui ont été incarcérés dans la prison de Caen. 77 d'entre eux ont été fusillés lorsque l'offensive des Alliés a démarré et leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Après-demain, jeudi, le ministre se rendra à Hermanville-sur-Mer, commune de l'ouest de Ouistreham, pour une cérémonie au monument Le Matelot en hommage aux marins norvégiens du Svenner coulé le 6 juin 1944. Ensuite, le ministre et la secrétaire d'État seront aux côtés du président de la République à Colville-sur-Mer pour assister à la cérémonie nationale américaine présidée par M. Joe Biden, président des États-Unis. À l'issue, Sébastien Lecornu et Patricia Mirallès participeront à la cérémonie internationale du débarquement à Omaha Beach en présence des chefs d'État et de gouvernement. 3 grandes unités de l'armée de terre seront présentes dans les rangs. La 9e brigade d'infanterie de marine, la 6e brigade légère blindée et la 4e brigade d'aérocombat. Vendredi, le ministre présidera la cérémonie d'honneur militaire en hommage à Geneviève de Galard, infirmière militaire et convoyeuse de l'air, surnommée l'ange de Dien Bien Phu, décédée la semaine dernière à l'âge de 99 ans. Je débute les actualités avec la remise d'une nouvelle distinction au 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Demain, à Plumélec, dans le cadre de la cérémonie d'hommage aux résistants de l'intérieur et aux résistants des forces françaises libres, le président de la République remettra une nouvelle croix de la valeur militaire avec palme de bronze au 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine au regard des actions menées dans le cadre de la Task Force Takuba. Pour rappel, ce régiment des forces spéciales de l'armée de terre est l'héritier des SAS de la France libre ayant combattu aux côtés des Britanniques. Je poursuis avec la cérémonie de remise des bérets. Comme chaque année à Ouistreham sur la plage de Rivabella, se tiendra la remise des bérets verts aux élèves du corps opérateur commando. Cette cérémonie salue leur réussite au stage commando et marque leur intégration officielle au sein de la grande famille des commandos. Cette cérémonie de tradition sera placée sous la présidence de l'amiral Nicolas Vaujour, chef d'état-major de la marine, et elle sera aussi l'occasion de remettre des décorations militaires à des marins d'actifs et d'anciens marins, ainsi que des fourragères aux élèves du cours quartier-maître de la flotte. Dans l'héritage du 1er bataillon des fusiliers marins commandos créé par Philippe Kieffer, cette cérémonie participe à entretenir la mémoire des 177, en référence aux 177 Français qui ont débarqué le 6 juin 1944 en Normandie aux côtés de 75 000 Britanniques et Canadiens et un peu plus à l'est de 58 000 Américains. Pour rappel, le dernier survivant du commando Kieffer, Léon Gauthier, s'est éteint en juillet dernier. Il y a quelques jours, le 30 mai, son arrière-petit-fils a porté la flamme olympique en mémoire de celles et ceux qui se sont battus pour défendre notre liberté et nos valeurs. C'est justement l'objet de ces séquences mémorielles, transmettre aux jeunes générations les grandes valeurs qui ont fondé la République d'aujourd'hui. En complément des cérémonies officielles du 80e anniversaire du D-Day, le ministère des Armées, deuxième acteur culturel de l'État, a coédité de nombreux ouvrages à destination de la jeunesse et du grand public.
Parmi eux, une bande dessinée pédagogique d'Isabelle Bournier, intitulée « Une histoire des débarquements Normandie-Provence ». Également 2 essais, « Churchill D-Day » de Allen Packwood et « Du sable et d'acier, une nouvelle histoire du débarquement » de Peter Cadic Adams, et ainsi qu'une frise chronologique jeunesse de Patricia Crété, 6 juin 1944, le débarquement. Par ailleurs, le ministère des Armées lance une mini-série web de 5 épisodes sur les événements qui ont rythmé l'année 1944. Le premier épisode sera diffusé le 6 juin sur YouTube et sans plus attendre, je vous propose de le visionner en exclusivité. 6 juin 1944. Voilà déjà plusieurs semaines que les 177 membres du commando Kiefer, les fameux bérets verts, s'entraînent aux dures méthodes des commandos britanniques. Dans quelques heures, ils vont débarquer en Normandie et participer à la plus grande bataille de la Seconde Guerre mondiale. Leur chef, Philippe Kiefer, les alerte de la dangerosité de leur mission. Nous ne serons peut-être pas plus de 10 à revenir vivants de cette mission. Alors si vous voulez sortir des rangs, je ne vous en voudrais pas. Aucun homme ne renonce. Et au petit matin, tous embarquent sur les bateaux. Au milieu des troupes américaines, anglaises et canadiennes, la pression monte durant la traversée sur une mer agitée. Les bérets verts seront les seuls Français aux côtés des 150 000 soldats alliés à débarquer sur les plages de Normandie. L'opération Overlord est en marche. J'invite tous les Français. RB-17. Un ami viendra ce soir. Explosion. Les côtes françaises sont à peine en vue qu'immédiatement un déluge de feu s'abat sur les barges, comme en témoigne le jeune fusilier marin Pierre Ernaud. Des traînées de balles traçantes multicolores percent l'horizon. 100 mètres, 50 mètres. Nos péniches dans un grondement sourd, moteur à plein régime, foncent vers la plage inhospitalière. Vers 7h30, les portes de la barge s'ouvrent. Les premiers hommes du commando Kiefer sautent à l'eau. Ils doivent parcourir les 150 mètres de Sword Beach sous le feu allemand. C'est une vision d'apocalypse pour le second maître fusilier, Guy Attu, blessé par un éclat d'obus. Des camarades tombent de tous côtés. Quelques blessés crient de douleur ou de rage. Les balles filent. Il faut atteindre la brèche. Dès les premières minutes du débarquement, 4 bérets verts sont tués sur le coup et 10 sont blessés, dont leur chef, Philippe Kiefer. Après la plage, le commando s'engage en direction de Ouistreham. De violents combats s'engagent dans les rues autour du casino, érigé en forteresse par les Allemands. Les soldats de la Wehrmacht résistent comme des forcenés. Des blindés britanniques viennent prêter main forte aux Français. Philippe Kiefer, qui dirige la manœuvre depuis un char, est de nouveau blessé au bras. Mais en fin de matinée, les Français ont neutralisé toutes les positions allemandes. Le commando peut poursuivre sa mission en direction de Bénouville. Là-bas, il doit opérer la jonction avec la 6e division aéroportée britannique au pied du fameux Pegasus Bridge qu'ils doivent prendre aux Allemands. Sous le feu ennemi, Philippe Kiefer envoie des fumigènes qui couvrent les assaillants. À 13h30, la prise du pont est célébrée au son de la cornemuse anglaise. En fin d'après-midi, le commando Kiefer a rejoint Amfreville et rempli tous ses objectifs. Mais la mission a coûté la vie à 10 fusiliers marins. Le maréchal Pétain est en déplacement à Lyon au chevet des blessés d'un bombardement allié quand il apprend la nouvelle du débarquement. À midi, il prend la parole à la radio nationale pour dissuader les Français d'aider la résistance. Français, n'aggravez pas nos malheurs par des actes qui risqueraient d'appeler sur vous de tragiques représailles. La France ne se sauvera qu'en observant la discipline la plus rigoureuse. Obéissez donc aux ordres du gouvernement. Au même moment, à Londres, le général de Gaulle prend la parole 4 ans après son appel du 18 juin. Toujours au micro de la BBC,
il appelle les Français à participer à leur propre libération. La bataille suprême est engagée. C'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Si les Alliés ont réussi à prendre pied sur le continent lors du débarquement, il leur faut maintenant consolider leur position. Une nouvelle phase commence, celle de la bataille de Normandie. Donc je vous invite à suivre cette série tout au long du mois de juin et au-delà, et n'hésitez pas à la partager le plus largement. Autre aspect des cérémonies, hommage au D-Day, moins mentionné et pourtant éminemment important, c'est la sécurité de l'espace aérien. L'armée de l'air et de l'espace assurera durant les commémorations du débarquement en Normandie la sécurisation de l'espace aérien en déployant un dispositif particulier de sûreté aérienne. Ce dispositif, placé sous le commandement du CDAOA, permet d'augmenter les capacités de détection et d'intervention aérienne et il mobilisera des capacités de contrôle de l'espace aérien et différents avions de type PC-21, hélicoptères Fennec et avions de chasse en alerte au sol et en vol. Un système de défense solaire Mamba complétera le dispositif au sol qui comprendra également une dimension lutte anti-drone. L'armée de l'air et de l'espace sera bien évidemment présente aussi lors de la cérémonie à travers notamment des aéronefs du défilé aérien. Déjà, la patrouille de France déploiera le drapeau tricolore au-dessus des plages du débarquement dans un hommage à tous les morts au combat pour la libération. Des rafales de la base aérienne 113 de Saint-Dizier effectueront également un survol. Ils sont issus de l'escadron 1-4 Gascogne, unité décorée de la Distinguished Unit Citation, décoration américaine, décernée à quelques unités seulement pour leur engagement aux côtés des troupes alliées durant la Seconde Guerre mondiale. Des avions étrangers sont également prévus, notamment les Red Arrows britanniques, des F-35 américains et des avions de transport C-130 américains et A-400M belges. Après avoir fait ce premier tour d'horizon des événements et initiatives lancés dans le cadre du 80e anniversaire des débarquements, je vais céder la parole à Denis Péchanski, directeur de recherche émérite au CNRS, président du Conseil scientifique et d'orientation de la mission Libération, qui présentera le tableau général des cérémonies. Il nous apportera les clés de compréhension des séquences organisées par la mission Libération. Ces cérémonies ont été pensées de telle sorte à rendre hommage à toutes les mémoires de cette période de notre histoire et à chaque maillon ayant permis la libération et la renaissance de la France après 4 ans d'occupation. Cher Denis, c'est à vous. Merci beaucoup et merci pour cette présentation, non pas de moi-même, mais de globale de ces commémorations. J'aurais peu de choses à vous dire, donc en 1h30, ça devrait être réglé. Quand on me connaît, c'est à peu près le temps qui m'est imparti pour aller jusqu'au bout. Mais je vais essayer d'être un tout petit peu plus rapide tout de même pour rendre compte effectivement d'un moment important, d'une commémoration assez singulière, puisque c'est un moment de convergence mémorielle. Cet itinéraire suivi par le président de la République et par le ministre et par les ministres rencontre volontairement de la diversité des mémoires auxquelles on doit rendre hommage aujourd'hui et qu'on doit mobiliser. Alors bien sûr, je ne le prends pas dans l'ordre chronologique, hein, ils connaissent, hein, on va dire, en gros, quoi. Donc Omaha, bien sûr, Omaha, c'est la commémoration internationale et en plus, plage de débarquement des Américains, puisque comme vous le savez sans doute, il y a une alternance des lieux entre Américains et Britanniques tous les 10 ans. Mais cet hommage qui se place à Omaha, hommage à toutes les troupes qui ont débarqué, à toutes les troupes alliées, c'est, je dirais, ce qui est vraiment inscrit dans la mémoire collective. C'est cette contribution extraordinaire des Américains, des Anglais, de toutes les forces qui ont participé, toutes les forces alliées qui ont participé à la libération du territoire.
je dirais, on oublie ou on minore quelquefois le rôle des Anglais. Les chiffres ont été donnés tout à l'heure. Le 6 juin, on a à peu près le même nombre de soldats qui débarquent entre Américains et Royaume-Uni. Et évidemment, il faudrait aussi rajouter les 20 000 Canadiens. Mais simplement pour dire que l'hommage un peu particulier qui va être rendu à Vert, en présence du président de la République, est là aussi pour dire que les Anglais participent pleinement et ô combien à cette libération. Et c'est à la fois un hommage, évidemment, à leur contribution au débarquement, si important que puisse être, et évidemment, la force américaine qu'on ne va pas minorer, mais c'est aussi pour rendre compte qu'ils étaient là depuis 40. Je ne parle pas de la drôle de guerre, bien entendu, mais voilà. Et ils ont résisté. Et De Gaulle était d'abord à Londres, je ne vous apprends rien. Donc là, c'est aussi un moment très important. Convergence mémorielle avec deux nouveautés majeures. Le président de la République va être présent d'abord au maquis de Saint-Marcel, c'était à Plumelec, c'était indiqué, et c'est une façon à la fois de rendre hommage à la résistance intérieure et en même temps de rendre hommage à l'ensemble de la résistance française, puisqu'on a la présence des SAS qui sont évidemment les hommes de la résistance extérieure, de la France libre. Et cette convergence-là est bien au cœur du discours présidentiel depuis longtemps, et là, au cœur de ces commémorations. C'est la première fois qu'au moment des commémorations, un président de la République rend hommage à ce qui s'est passé autour de Saint-Marcel. C'est un épisode assez extraordinaire. On pourrait revenir dans la discussion, si vous voulez, non seulement par, évidemment, l'arrivée des SAS, d'abord une vingtaine, puis il y en aura 500 dans les jours qui ont suivi, donc une opération aéroportée assez spectaculaire, mais l'articulation avec des milliers de résistants bretons qui se sont mobilisés, qui ont été convoqués en quelque sorte par un message de la BBC la veille autour de Saint-Marcel et qui vont, par une manœuvre assez stratégiquement très pointue, arriver à la fois à bloquer les Allemands sur place et au moment où les Allemands allaient prendre le contrôle du site, du maquis, arriver à disperser le maquis, ce qui fait que la guerre a continué en Bretagne et les Allemands, au lieu d'être envoyés en Normandie pour renforcer les forces allemandes qui en avaient bien besoin, ont été évidemment contraintes de rester en Bretagne. Et la guerre s'est menée là, entre la résistance intérieure et puis les renforts des SAS. Donc là, c'est un moment important. Un autre moment très important, le même jour, donc le 5 demain, c'est Saint-Lô. Alors c'est une question sur laquelle j'insiste assez souvent, parce que je travaille un petit peu sur les questions de mémoire, pour ceux qui suivent un petit peu mes travaux. C'est le problème des bombardements alliés en Normandie, en Bretagne, et puis globalement dans toute la France. Vous avez des hommes, des femmes, des enfants qui sont morts sous les bombes. Vous avez des destructions massives, Saint-Lô en particulier, mais pas simplement, Caen détruite à 50 ou 60%, vous avez Falaise qui est pratiquement complètement détruite, etc. Il n'y a jamais eu autant de morts en Normandie, pour prendre ce seul exemple. Il n'y a jamais eu autant de morts que pendant ces 3 mois. Mais qu'est-ce qu'on fait avec des bombes qui sont larguées par les amis qui viennent vous libérer? C'est tout le défi de la mémoire collective. La mémoire collective doit intégrer cet épisode. Or, depuis la guerre, et ça renforce la problématique, évidemment, pour les populations normandes. Ils ont vécu ce qu'ils ont vécu et ils le comprennent dans un contexte de guerre.
Et en même temps, ça n'est pas relayé dans la mémoire collective. Ça a été déjà esquissé par un discours de François Hollande il y a 10 ans devant le mémorial de Caen. Là, en 2024, c'est plus clairement assumé. Et le défi, il est là. Comment construire un récit qui intègre dans la mémoire collective cet épisode des bombardements alliés? C'est absolument décisif, bien entendu, pour éviter la double peine. 20 000 morts en Normandie, 20 000 morts. 50 000 sur l'ensemble de la France, parmi les civils. Et en même temps, juste après la guerre, les Normands sont allés, parce que ça a été, il y a eu une mobilisation de la population pour offrir des cadeaux aux libérateurs. C'est le Merci Tour aux États-Unis. Dans tous les États américains, vous avez un objet, une trace, des lettres qui ont été remis aux autorités de chacun des États. Et encore aujourd'hui, ça reste exposé, ça reste une référence aux États-Unis même. C'est ce que me racontait quand le président de la mission, Philippe Étienne, qui, avant d'être président de mission, était ambassadeur aux États-Unis jusqu'au mois d'août. Eh bien encore, sous son mandat d'ambassadeur, quand il rendait visite dans les États, on lui montrait ce qui avait été donné par la population normande. Donc on voit bien comment peut se construire ce récit et en même temps prendre en compte l'ampleur des destructions et des douleurs. Bon. Donc ça, c'est un moment extrêmement important. Autre épisode, après Homa, avant même Homa, c'est la prison de Caen. La prison de Caen, ce n'est pas la première fois, bien sûr qu'un président de la République s'y trouve, mais c'est à la fois l'hommage à la résistance intérieure et la dénonciation de la barbarie nazie. On n'a toujours pas trouvé les corps des résistants qui ont été exécutés à la prison de Caen le 6 juin par les Allemands. Et donc là, à chaque fois, c'est un épisode extrêmement fort, extrêmement émouvant, avec des traces qui sont restées, et puis un survivant, non pas évidemment de ceux qui ont été fusillé, il aurait échappé, non, pas du tout. Simplement, il a été exfiltré envoyé avant, une quinzaine de jours avant, donc Luval, et puis après déporté. Il est revenu, et il est là, il a 99 ans. Et il y a même un film qui a été fait, qui est en train de sortir, là, un documentaire YouTube, qui est avec lui, sur lui, dans la prison de Caen. C'est extrêmement émouvant, il sera là. Bon. Plus des pièces qui ont été laissées, j'insiste un petit peu là-dessus, je reviendrai en conclusion, il y a des pièces très fortes qui ont été données aux archives départementales du Calvados, en particulier, dans le cadre de cette collecte qui a été voulue par le président de la République et qui a été même engagée avant par les archives départementales de ces différents départements et qui donne une charge émotionnelle renouvelée. Bayeux, bien sûr, alors avec quelques jours d'avance. Vous savez que la participation du général de Gaulle au débarquement n'a pas été considérée comme prioritaire par les autorités britanniques et américaines, ce qui a plu modérément au général de Gaulle, qui a donc refusé de faire une déclaration à la BBC dans les délais imposés par Churchill, et qui, en débarquant, un peu plus tard, quelques jours plus tard, est arrivé à Bayeux. Et là, ça a été une population, mais complètement en soutien à la France libre, à la résistance et au général de Gaulle. Et ça a été certainement un épisode majeur dans
la reconnaissance de la légitimité du général de Gaulle et des autorités qu'il a tout de suite mis en place, des autorités civiles, auprès des autorités américaines, c'était le plus compliqué. Et puis de Churchill, c'était moins compliqué pour les autorités britanniques parce que le cabinet était majoritairement convaincu depuis assez longtemps, en particulier derrière Anthony Eden, aux affaires étrangères. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement pour dire que c'est le lieu majeur de reconstitution, de reconstruction de la souveraineté nationale autour du général de Gaulle. Et c'est très bien que dans le film que je ne connaissais pas, qui a été fait par le CPAD, par la DICODE. Et c'est la... Oh, je vais me faire attraper là. par la fameuse DICODE, et avec quelques soutiens secondaires de l'ECPAD pour tenir la caméra. Non, parce que je préside le conseil scientifique de l'ECPAD quand même. Donc, bon, mais revenons aux choses un peu sérieuses. Effectivement, c'est un film très intéressant parce que, bien sûr, c'est centré sur la contribution de Kiefer, le commandant Kiefer, et de toute son équipe. Bon, Sword, le débarquement, contribution des Français, mais on évoque De Gaulle et on évoque Pétain. Et c'est très important que dans ce même film, on évoque à la fois le libérateur et puis le traître. Et on l'entend par les déclarations qu'il fait au moment du débarquement. Et là, je trouve que c'est un message extrêmement fort. Donc ça, voilà pour Bayeux, comme symbolique, d'autant plus que ça n'est pas un hasard si, un peu plus tard, c'est là qu'il fera son discours à Bayeux sur la Constitution qu'il appelle de ses voeux. Et puis, évidemment, Cherbourg. C'est intéressant, Cherbourg, parce que ça va être pendant quelques semaines, peut-être un mois, le plus grand port du monde. Il fallait contrôler Cherbourg, port en eau profonde, pour permettre de faire venir encore plus rapidement et massivement les troupes, le pétrole, enfin tout ce qui pouvait évidemment aider à ce qui était en train de se faire, qui était la bataille de Normandie, et puis ensuite l'avancée des troupes. Parce que la bataille de Normandie ne s'est pas arrêtée le 10. On le sait tous. On évoque, évidemment, on est tous marqués par le jour le plus long. Voilà, bon, c'est ça notre... en quelque sorte, ce qui construit d'ailleurs la mémoire collective que les Français ont de la libération, du débarquement, comme si tout s'était réglé en une seule journée. Vous savez qu'il n'en est rien. Vous savez combien de temps il a fallu pour libérer Caen, pour libérer Saint-Lô. Vous savez très bien que, bon, un peu plus, Omaha, on était à deux doigts de laisser ceux qui avaient débarqué et puis de réorienter les autres vers Outa. Et finalement, comme il y a eu une percée, on a continué. C'est là qu'il y a eu le plus de morts à Omaha Beach. D'où aussi l'importance particulière cette année de cette commémoration. Donc, le débarquement n'était pas simple, mais après la bataille de Normandie, avec ce trou-là du mois de juillet, dramatique. À la fin du mois de juillet, les troupes allemandes s'effondrent. Il y a eu un mois compliqué, hein. Et après, il a fallu, évidemment, continuer. La question de la libération de Paris s'est posée, comme vous le savez aussi, mais ça, nous le verrons lors d'un prochain point presse avant les commémorations de la libération de Paris, j'imagine. Mais il faut bien avoir ça en tête. Il y a l'opération Neptune, il y a l'opération Overlord, il y a le débarquement proprement dit, et puis il y a la bataille de Normandie, dans sa globalité. Donc, ayons ça en tête pour rendre compte de la difficulté et combien la
évidemment, la conquête de Cherbourg par les troupes alliées était essentielle, et c'est comme un lien singulier entre la France et les États-Unis. Parce que ce sont les Américains qui vont pouvoir, d'abord c'est eux qui étaient très majoritaires dans les troupes qui ont libéré Cherbourg, en lien avec les résistances intérieures, mais en plus, ça existait avant, hein, les liens transatlantiques à travers le port de Cherbourg avant la guerre étaient déjà très importants, et puis c'était le lieu d'émigration des Français vers les États-Unis. Et cette histoire va continuer après la guerre. Donc là, on a vraiment une symbolique de ce lien très, très fort entre la France et les États-Unis. Et si ça a un tel écho en France comme aux États-Unis, et au-delà de Cherbourg, il y a évidemment une sorte de référence historique qui s'impose. C'est Lafayette. C'est la participation à la Révolution américaine. Bon, on va laisser de côté le fait que c'était contre les Britanniques, parce que là, sinon, on va avoir quelques petits problèmes. Mais vous voyez bien ce qu'il y a derrière. C'est comme une réponse. C'est comme les Américains disant, comme en 1917, mais encore plus massivement, évidemment, avec la Deuxième Guerre mondiale. C'était, mais oui, on vous doit ça. Et ça, c'est très fort dans les commémorations américaines. Ces Américains qui sont tellement présents lors des commémorations, on le sait bien là. Donc, je vais simplement terminer. J'étais rapide, non? Oui. Simplement terminer en pointant les quelques idées, deux, trois mots importants de cette commémoration, à mon sens. Donc, convergence mémorielle, bien sûr, je l'ai développé. L'appropriation. Il fallait que ça ne soit pas uniquement une commémoration au plus haut sommet de l'État et que ça soit approprié par l'ensemble de la population. Et tout ce qui nous remonte, nous, à la mission, confirme que ce défi-là a été relevé. Alors, c'est le cas tout spécialement en Normandie, en Bretagne. C'est incroyable le nombre de manifestations locales qui sont organisées, comment les élèves sont mobilisés dans les écoles. Mais ça vaut évidemment partout ailleurs pour toutes les commémorations. Et moi, je l'ai vécu aussi un peu plus directement, puisque comme historien, j'accompagnais le comité de soutien à la panthéonisation de Missak Manouchian. Ça a été un phénomène d'une ampleur qu'on ne pouvait pas imaginer, et il n'y a jamais vu dans une panthéonisation autant de classes mobilisées volontairement par leurs enseignants pour accompagner cet événement majeur qu'a représenté la panthéonisation. Bon. Qui illustre d'ailleurs, on pourrait y revenir si vous voulez dans le débat, mais aussi l'idée de convergence mémorielle voulue par le président de la République. Bien. La transmission, bien entendu, je parlais des élèves, c'est fondamental, la transmission. Et d'autant plus fondamental, bien entendu, que là, je crois qu'il y a 200 vétérans qui sont présents pour les commémorations. Et évidemment, ce sont les dernières commémorations pour l'essentiel qui vont être accompagnées par des vétérans. Donc, il est fondamental de trouver d'autres vecteurs de transmission de ces événements majeurs. Et puis, l'idée d'associer l'intime et les grandes décisions politiques ou militaires qui se prennent au plus haut niveau. Et cette dialectique-là entre l'intime, le vécu par la population, au plus bas de la société, je ne parle pas de classe sociale bien entendu, mais au niveau de l'individu, tout ce qu'on peut retrouver dans les greniers, d'où le thème fondamental de la grande collecte voulue par le président de la République. Et puisque je suis devant des journalistes en particulier, vous imaginez bien que
la grande collecte, c'est aussi la singularité de la deuxième par rapport à la Première Guerre mondiale, ce sont les films d'amateurs. Il faut qu'on ait ces films d'amateurs, c'est fondamental pour assurer cette transmission et pour faire aussi émerger l'intime à côté des grandes décisions étatiques et militaires. Je vous remercie. Bonjour, Pierre Julien, indépendant désormais. Content de vous revoir. Juste une petite question liée aux films d'amateurs. Le gros problème, il y avait l'interdiction par les Allemands de faire des films à l'époque. Les caméras plus ou moins étaient interdites. Vous arrivez quand même à retrouver certaines choses. Et d'ailleurs, quand est-ce qu'on pourra peut-être les voir avec des photos aussi, peut-être aussi? Bien sûr, je parlais des films d'amateurs, il y a les photos, mais c'était pour distinguer par rapport à la Première Guerre mondiale. Mais en gros, images fixes, images animées, correspondance, journaux intimes, voilà les 4 piliers, alors sans oublier les objets, et il y en a d'extrêmement forts, qui sont des traces de l'époque. Mais ils sont déjà utilisés dans de nombreux documentaires. Donc ils existent, oui, faut les chercher. Faut les chercher parce que effectivement, malgré l'interdiction allemande, eh bien, les Français passaient par-dessus pour une partie d'entre eux parce qu'ils voulaient garder ces traces-là. Et alors évidemment, encore plus clairement, quand les Allemands n'étaient plus là et que les troupes alliées avaient débarqué et que la victoire était assurée. Mais non, on a beaucoup de traces et c'est d'autant plus émouvant. Voilà. Donc oui, pas de problème. Et dans les greniers, on en trouve. Dans toute la France. Bonjour, James André pour France 24. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu sur qu'est-ce qu'on fait des bombes qui sont larguées par des amis qui sont venus nous libérer? Et donc, si je comprends bien, on parle de ces bombardements pour la première fois en 2014. Vous dites que c'est un enjeu majeur. Qu'est-ce qu'on peut dire, je dirais, de ces gens qui ont effectivement été bombardés et de cette mémoire complexe de ces bombardements à Saint-Lô? Alors, je dirais d'abord, bon, j'ai donné les 2 moments importants, puisque en 2014, dans la suite, le président de la République annonce le soutien à la création voulue par les collectivités territoriales d'un musée des civils dans la guerre à Falaise. Bon, c'est pour ça que c'était un moment important, mais plus globalement, je ne voudrais pas qu'on caricature le propos, hein. D'ailleurs, la première commémoration en Normandie a été marquée par la mort. 1 an après le débarquement, c'était la mort et les bombardements qui étaient à l'ordre du jour. Il y a un travail qui est en cours d'un jeune doctorant sur le sujet et qui va nous apporter beaucoup de choses sur l'évolution de ces commémorations-là. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on laisse de côté. Pourquoi ? Parce que, si je reprends une définition de la mémoire collective, c'est une représentation sélective du passé. Donc, représentation du passé, ce n'est pas une analyse du passé, hein, comme on est censé le faire quand on est historien, suivant des règles scientifiques bien établies. C'est une représentation du passé, mais sélective. Et à quoi répond cette sélection ? Représentation sélective du passé qui participe à la construction identitaire d'une société ou d'un segment de cette société. Donc c'est ça, c'est savoir quel est le sens de l'événement. Pourquoi on va retenir cet événement comme un événement structurant de la mémoire collective ou pourquoi on ne le retient pas ? Pourquoi on ne retient pas l'Exode ? On parle de l'Exode, mais pourquoi ce n'est pas structurant de la mémoire collective ? Qu'est-ce que vous faites ? Mai-juin 40, avec la honte, avec la fuite, avec la peur, quelquefois le vol. Il y a 8 millions de personnes sur les routes. Il y a 40 millions d'habitants, donc tout le monde a connu l'exode. C'est l'effondrement de l'intérieur. Qu'est-ce que vous construisez avec un effondrement de l'intérieur de la société ? Eh bien, on n'a pas trouvé la solution.
Et pour les bombardements alliés, on est encore une fois dans la même situation. Il faut donner un sens à ce qui s'est passé. Il faut l'inscrire dans un grand récit. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'inscrire une référence à des bombardements opérés par ceux qui viennent vous libérer? Donc il faut qu'on... Et oui, c'est le défi. On est 80 ans après, on peut le faire maintenant. Oui. Justement, quel sens on va lui donner en réalité? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que j'essaie de vous demander. Oui, non, mais je comprends bien. Pourquoi on n'a pas pu le faire avant et pourquoi on a pu le faire au bout de 70 ans et maintenant à 80 ans de manière plus forte? Oui, le sens qu'on lui donne. Je pense que la solution, c'est justement dans un grand récit marqué par la convergence mémorielle. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement dire « ce sont les Américains qui ont débarqué ». On ne va pas simplement dire « ce sont les Anglais, les Américains et les troupes, c'est ça l'essentiel ». Non, on ne va pas simplement dire, à l'inverse, il n'y a que la résistance intérieure qui doit être honorée. On ne va pas simplement dire qu'on va rendre compte de l'histoire des maquis et à côté de la guérilla urbaine, etc. etc. Là, on est rentré dans ce que j'appelle un régime mémoriel. Et là, ça avait déjà été le cas avec François Hollande et encore réaffirmé très clairement et encore plus avec Emmanuel Macron. On rentre dans un régime mémoriel qui associe toutes les mémoires et qui ouvre à toutes les mémoires. Et c'est la seule possibilité pour construire un grand récit qui intègre aussi les souffrances de ces populations civiles qui à la fois ont souffert ce qu'elles ont souffert et en même temps savent que c'était un combat militaire pour la libération du territoire. Ils étaient dans cette situation ambivalente. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre. Merci beaucoup. Et nous allons passer maintenant au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Pierre Gaudière. Difficile de passer après un exposé aussi passionnant. Je vais quand même me risquer avec une vidéo qui n'est pas faite par le CPAD. Quoique, le personnel du CPAD part en opération aussi. Donc, et c'est pour vous montrer, 80 ans après, les images de missions interarmées, interalliées, telles qu'ils ont pu avoir lieu au cours de l'exercice Steadfast Defender durant les 4 derniers mois. Donc, comme vous avez pu le voir et nous avons pu l'exposer depuis le début de l'année, énormément d'exercices, de séquences qui sont articulés pour constituer ce méta-exercice Steadfast Defender sur terre, sur mer et dans les airs, et qui sont conclus le 31 mai avec la séquence Grande Quadriga, qui a été menée notamment par près de 500 militaires de la brigade franco-allemande en Lituanie. Et vous avez pu voir sur l'écran les différents exercices majeurs qui ont composé cette séquence, Joint Warrior, Nordic Response, Dragon 24, Swift Response ou encore Springstorm. Et finalement, les forces de l'OTAN ont réuni près de 90 000 soldats, plus de 50 navires, des centaines de sorties aériennes,
et qui contribue finalement à la mise en œuvre de ce plus grand exercice mené depuis des décennies en Europe. Pendant cet exercice qui a donc mobilisé énormément de moyens, les missions ont continué. J'en veux pour preuve les missions permanentes de surveillance et de rassurance de l'OTAN en mer Baltique, avec le patrouilleur de haute mer commandant Blaison qui poursuit sa patrouille opérationnelle dans la zone. Et par ailleurs, le 27 mai, le CMT, le chasseur de mines tripartite, le CFE, sous contrôle opérationnel de l'OTAN, a appareillé de Kirkwall au Royaume-Uni avec le groupe de guerre des mines de l'Alliance, le SNMC MG1, Standing NATO Maritime Countermeasures Group 1, un groupe qui a traversé la mer du Nord puis la mer du Kattegat avant de rejoindre en fin de semaine Malmö en Suède. Tout au long de cette patrouille, l'équipage a poursuivi son entraînement conjoint avec les navires de l'OTAN présents dans la zone. Et vous savez que du côté de la Baltique et de la Suède plus particulièrement, un exercice est en préparation, il s'appelle Baltops, auquel participera le porte-hélicoptère amphibie Mistral, qui vient de s'entraîner au large de Quiberon avec le 3e régiment d'infanterie de marine et le porte-aéronef espagnol Juan Carlos, dans la baie de Quiberon, justement. Dans les airs, avec en bas une mission air shielding, donc les missions au profit de l'OTAN sur le flanc est de l'Alliance, eh bien, depuis la base aérienne 125-10, train KC-135 de l'armée de l'air et de l'espace a ravitaillé en vol, de missions de ravitaillement en vol, des avions de chasse polonais dans ce cadre. 12 F-16 polonais ont été ravitaillés le 27 mai et 2 F-16 polonais ont été ravitaillés le 29 mai. Ces missions sont placées sous le contrôle opérationnel de l'OTAN et sont effectuées en coopération avec nos alliés présents dans le ciel européen. En Méditerranée orientale, le bâtiment de commandement et de ravitaillement, le BCR Somme, qui est actuellement le navire amiral du Standing NATO Maritime Group 2, donc le 1 au nord et le 2 en Méditerranée. Ce BCR Somme poursuit ses missions de patrouille et de surveillance pour renforcer la posture défensive de l'Alliance sur le flanc est. Par ailleurs, le 28 avril, une frégate de type Lafayette, déployée dans la zone, a contribué à la permanence de la présence française et aux capacités d'appréciation autonomes de situation de la France en Méditerranée orientale. Et finalement, le BCR Somme et la FLF ont été intégrés à l'escorte du groupe aéronaval italien autour du porte-aéronef le Cavour. En mer Rouge, de Suez à Ormuz, les armées françaises poursuivent leur engagement au quotidien. Ainsi, une frégate française qui est déployée dans le cadre de l'opération Aspides accompagne des navires de commerce, tandis qu'un avion de patrouille maritime Atlantique 2 poursuit dans le détroit d'Ormuz ses vols opérationnels depuis Abu Dhabi au profit de l'opération Agénor, et donc un continuum de sécurité maritime entre Suez et Ormuz. Pour l'opération Chamal, les Rafales de la base aérienne projetée au Levant ont participé à la permanence aérienne de la coalition au-dessus de la zone afin de continuer la lutte contre les résurgences de l'organisation terroriste Daesh. Du 28 mai au 2 juin, ils ont effectué 14 sorties aériennes, des vols qui s'effectuent dans le spectre complet des opérations aériennes de la défense et la surveillance de l'espace qu'on appelle la DCA, Defensive Counter Air, des prises d'alerte d'appui-feu, Close Air Support et de la reconnaissance aérienne menée au Moyen-Orient au profit de la coalition. Du côté de la situation à Gaza, la France participe aux côtés de ses partenaires à l'opération Amalthea, qui est une opération maritime internationale visant à acheminer du fret humanitaire depuis Chypre. Et vous avez vu que dès la mise en service du ponton américain, un bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain, la Loire, a chargé du fret et a commencé des norias entre Chypre et la bande de Gaza. Et elle continue à le faire, puisque depuis le 17 mai, ça fait 5 allers-retours déjà, et plus de 500 tonnes de fret humanitaire, qui est international, ce n'est pas que du fret français, c'est du fret international qui est concentré sur le port à Chypre et qui est redistribué via une organisation, un centre de coordination logistique multinationale. Et bien donc ces 500 tonnes convoyées par le BSAM Loire, malgré
des conditions météorologiques difficiles au profit de la population civile de Gaza. Dans le golfe de Guinée, le patrouilleur de haute mer, commandant Biro, a participé du 27 au 31 mai à l'exercice Megalops 2024 en coopération avec les éléments français au Gabon et avec les pays du sud du golfe de Guinée. Dans le cadre de l'exercice qui visait à s'exercer à la lutte contre les différents types de menaces et trafics, le commandant Biro a conduit la partie maritime African Nemo et réalisé 2 entraînements à la mer et une patrouille avec des unités gabonaises et congolaises. Ces rencontres en mer illustrent le haut niveau de coopération entre les 3 marines partenaires au profit de la sûreté maritime et de la stabilité régionale. Dans la région Indo-Pacifique, d'abord dans la zone de responsabilité des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien, à la demande de concours de la préfecture de Mayotte pour faire face à la crise sanitaire de choléra qui frappe l'île, les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien sont mobilisées pour porter appui à l'Agence régionale de santé, l'ARS de Mayotte. Depuis le 18 mai, le personnel du service de santé des armées intervient sur place pour répondre aux besoins de la population, divers modes d'action, de la recherche de cas de choléra dans les foyers, de la prise en charge de patients ou encore du traitement et des interventions du SSA, du service de santé des armées, qui interviennent bien sûr en complément des efforts de santé publique et qui contribuent à assurer une prise en charge rapide et un suivi efficace. Pour les forces armées en Nouvelle-Calédonie, vous avez pu suivre la semaine dernière le pont aérien logistique qui a été mis en place depuis l'Hexagone pour projeter les forces de sécurité intérieures de manière très réactive et en nombre. Eh bien, d'une part, ce pont aérien se poursuit. D'autre part, l'aide à la mobilité sur l'île aussi par le moyen d'hélicoptères ou de CASA contribue également à la mobilité des forces de sécurité intérieures. Et vous savez que les forces armées en Nouvelle-Calédonie aussi protègent des endroits essentiels, bien sûr les emprises militaires, bien sûr la base aérienne, mais aussi l'aéroport de Nouméa et aussi le port autonome de Nouvelle-Calédonie, par exemple. Et puis le troisième volet, c'est l'assistance et le secours aux populations avec des livraisons par air, par mer et par voie terrestre de matériel de première nécessité, des médicaments, de l'oxygène vital pour le pôle hospitalier et j'en passe. Et puis un dernier volet, c'est l'assistance au retour dans leur pays ou dans l'Hexagone de touristes étrangers ou de Français qui souhaitent rejoindre leur territoire. Et on a l'exemple de ressortissants du Vanuatu ou des concitoyens de Polynésie française qui ont pu être acheminés par les armées. Dans la zone des forces armées en Polynésie française précisément, les déploiements maritimes se poursuivent avec notamment la mission de la frégate multimission Bretagne qui effectue des exercices avec la marine philippine en parallèle de l'exercice Marara. L'exercice Marara, c'est un exercice qui est organisé par les FAPF et qui réunit nombre de partenaires aux côtés de 13 pays, comprenant notamment le Japon, les États-Unis, l'Indonésie, les îles Cook ou encore les îles Tonga. Les armées françaises s'entraînent à faire face à une catastrophe climatique. C'est ce qu'on appelle les missions de type HADR, Humanitarian Assistance and Disaster Relief. Et ainsi, vendredi 31 mai, les unités présentes ont conduit un exercice de débarquement amphibie commandé par le LSD Kunisaki, bâtiment de transport assaut et amphibie de la marine japonaise qui assure la fonction de Maritime Component Command de l'exercice Marara 2024. Les troupes américaines de US Army dans le Pacifique, françaises, la 1e et 2e compagnie du RIMAP Polynésie, tongiennes et japonaises ont coopéré pour organiser le débarquement des différentes unités. Cette manœuvre de débarquement de la troupe et des véhicules a été réalisée grâce aux hydroglisseurs militaires LCAC du LST Kunisaki. On suit rapidement la mission Jeanne d'Arc. Vous savez qu'elle est composée d'un porte-hélicoptère amphibie, le Dixmude, et d'une frégate. Après avoir mené un entraînement conjoint avec la corvette lance-missile équatorienne Loja, le groupe Jeanne d'Arc a franchi le canal de Panama le 2 juin
qui avait ouvert, pardon, le Dixmude avait ouvert la voie en 2023. Voilà. Et là, c'est le Tonnerre, évidemment, qui est le deuxième PHA à franchir ce canal de Panama. Maintenant, le groupe Jeanne d'Arc est en Atlantique. Il fait actuellement escale à Carthagène, en Colombie, où des entraînements conjoints de haut niveau sont prévus, illustrant une volonté de coopération et des liens forts entre la France et la Colombie. Enfin, un point rapide sur des saisies de trafic illicite et de drogue dans la zone des forces armées aux Antilles, avec le 22 mai, la frégate de surveillance Ventose qui a réalisé une saisie de 1,5 tonne de cocaïne, 1,4 tonne exactement, sur un navire en Atlantique à 540 nautiques au sud-est de la Martinique. Après une détection par l'avion Falcon 50 déployé en Guyane et une relocalisation par l'hélicoptère embarqué Panthère, l'équipage de la frégate a procédé à l'arraisonnement du navire de pêche et les membres d'équipage de la cargaison ont été ramenés à Fort-de-France, remis à l'antenne de l'Office anti-stupéfiants, OFAST Caraïbes. Cette opération a été initiée sur la base d'informations transmises par des partenaires internationaux, démontrant l'efficacité des efforts conjoints et de la coopération. Depuis le début de l'année, 8 saisies ont été réalisées par les forces armées aux Antilles, comprenant plus de 14 tonnes de produits stupéfiants retirés des réseaux de distribution. Ces opérations illustrent l'engagement des armées françaises à lutter efficacement contre les trafics illicites, contribuant ainsi à assurer la stabilité régionale et protéger les populations.